Je l'ai filmé vraiment pour des besoins pratiques parce que ça prend du temps de retranscrire un entretien. Donc, je l'ai filmé un peu dans l'optique de retranscrire mon entretien comme on nous demande de le faire à l'université. Et puis, en cours de route, donc, je n'ai pas poursuivi ce travail universitaire. J'ai gardé les films et je me suis dit, bon, il faudrait que j'en fasse quelque chose. C'est pour ça, d'ailleurs, que vous trouverez le documentaire un peu artisanal. Mais enfin, vous verrez de toute façon. Et donc, je me suis dit, il faudrait que j'en fasse quelque chose parce que j'étais partie à la découverte d'une femme. J'ai découvert une cause. J'ai découvert une femme extraordinaire et j'ai surtout découvert une cause qui, peut-être pas une cause, j'ai découvert l'ampleur d'une cause. Parce que la cause, je la connaissais en Algérie. Je suis partie, j'ai quitté l'Algérie, j'avais plus de 30 ans. Donc, j'ai vécu les violences. Donc, je suis au fait de cette cause et de ce phénomène. En revanche, je ne connaissais pas son ampleur. C'était ce que Madame Dutour m'a fait découvrir. Donc, je l'ai filmé 2 fois en 2018 et ensuite, je l'ai filmé à nouveau en 2022 et j'ai procédé au montage. Alors, pourquoi elle? En fait, au début, je me suis intéressée à elle parce que elle fait partie de ces femmes. Moi, je m'étais intéressée pour mon travail universitaire, je m'étais intéressée aux femmes algériennes et aux femmes algériennes qui émergeaient parce qu'elles ont pris position pour quelque chose ou contre quelque chose, ou parce qu'elles se sont distinguées par un travail, par des actions données. Et Nassira Dutour, donc je l'ai rencontrée dans ce cadre-là. Sauf qu'à la différence de toutes les autres femmes, elle était différente parce qu'elle portait à elle-même et seule la cause des disparus. Et j'avais aussi découvert à travers son parcours que c'est aussi une femme féministe, c'est une femme qui... voilà, je ne vais pas tout dévoiler, je vous laisserai dévoiler donc, à travers le documentaire son parcours. Et donc, c'est surtout un entretien sur sa vie, sur sa vie de femme, sa vie de mère et sa vie aujourd'hui de militante. Voilà. Merci. Elle a commencé son militantisme après la section syndicale, comme on l'a très bien entendu, quand elle avait 26 ans, avec son cœur et la chair de son corps, la disparition de son fils. Cette lutte et ce combat s'est conjugué et transformé à la fois, plutôt évolué vers un combat international. Il faut qu'il rappelait que Nassira est coordinatrice du réseau Euromède des familles de disparition forcée. Donc c'est l'un des canaux, c'est l'une des voix algériennes aujourd'hui qui ont levé l'omerta sur l'Algérie, qui ont levé ce voile noir, ces raisons d'État sur la question des droits de la personne humaine en Algérie, particulièrement la question de disparition forcée. On se souvient tous, on était jeunes quand on commençait à faire dans la documentation des dossiers de disparition forcée. Il faut dire que SOS n'était pas seul, je suis désolé. Il y avait la Ligue, il y avait le RAJ, 2 ONG actuellement qui sont victimes de leur engagement. Et que SOS aujourd'hui défend, à travers ses locaux, les petites réunions qu'on fait clandestinement à Alger, et le poème de Madame Boucher, je pense à elle. On lui a dit que son fils était mort. Elle voulait déposer plainte contre le policier qui a enlevé son fils, qui est très connu dans le quartier où elle habite. Et enfin, c'est moi qui l'ai poussé, donc je l'ai emmené chez une avocate, une amie. Et l'avocate m'a dit, je vais commencer par aller au tribunal retirer le dossier pour savoir ce qu'il y a dedans. Et elle a chez moi. Et dans le dossier, elle trouve un papier comme quoi il y a Farid Bourdib qui a été arrêté en même temps que son fils et qu'il a la chance d'être relâché. On ne sait pas pourquoi on les relâche, pourquoi on les arrête. Et qui témoigne devant le procureur. Il a été auditionné par le procureur. Et il dit que Farid est mort dans sa cellule avec moi au commissariat central. Et après 13 jours de torture,
Il est mort dans sa cellule quand ils sont venus le chercher à 4 h du matin pour le ramener à la salle de torture. Ils l'ont trouvé mort, il avait perdu la vie. Et donc elle trouve ce papier, elle m'appelle à 11 h du soir et elle me raconte ça. Et elle est restée avec moi au téléphone jusqu'à 2 h du matin. Et après, moi, j'étais impossible de dormir. Pendant longtemps, elle est restée inerte, recroquevillée sur elle-même. Elle ne bougeait plus, elle ne voulait plus sortir. Et puis, doucement, doucement, j'ai réussi à lui redonner, pas de l'espoir, mais lui expliquer que c'était pas ce qu'il cherchait, quoi. À nous décourager toutes, à nous démobiliser, à nous faire perdre espoir et de rester à la maison et de plus rien faire et de plus rien dire. Et après, finalement, elle est revenue et là, elle est tous les jours debout. Et ça m'a rappelé ce mauvais souvenir. Et voilà, pendant des heures, elle m'a parlé de torture, qu'est-ce qu'ils lui ont fait, comment ils l'ont torturée. Parce qu'elle est allée chercher, après elle m'a rappelé, elle est allée chercher après ce garçon, Farid. Et elle l'a amené à la maison et il lui a raconté comment ils les ont emmenés au parc zoologique, ils les ont accrochés à des arbres, ils leur ont troué les pieds, les jambes avec de la chignole, ils ont simulé leur mort, ils leur ont fait creuser des tombes, il lui a tout raconté. Pareil, elle m'appelle le soir pour me raconter tout ça, comment ils ont été torturés, tout, comment ils ont commencé par les brûler à la cigarette, après leur faire boire de l'eau de javel, de l'eau de pisse, de l'eau de grésil, la torture du chiffon. Et elle m'en a fait voir comme ça. Et voilà, donc, ça laisse imaginer tout ce que nos enfants ont subi. Moi, quand j'ai entendu les premiers témoignages de torture, j'ai souhaité que mon fils soit mort le premier jour qu'il a été arrêté. J'espère qu'il est mort tout de suite. J'ai peur que le premier coup, qu'il soit mort du premier coup. Et puis, plus tard, quand j'ai rencontré, je pense aux Marocains, quand j'ai rencontré celui-là, c'était dans l'année, il avait disparu pendant 9 ans. Et les autorités marocaines avaient même dit à son mère qu'il était mort, si mes souvenirs sont bons. Ouais. Au bout de 4 ans, ils leur ont dit qu'il était mort et l'achat, ils ont fait la veillée funèbre et tout, et tout, et tout. Et au bout de 9 ans, voilà qu'il est relâché, qu'il vient frapper à la porte de ses parents. Et quand je l'ai rencontré en France, dans une conférence comme ça, il est venu m'embrasser, il m'a dit, ça m'a rappelé ma mère quand elle me cherchait et tout. Et première des choses, je lui ai dit, qu'est-ce que ça fait de survivre à tout ça? Est-ce que tu es content d'avoir survécu? Et il m'a dit, bien sûr, je vis pour témoigner. Je suis contente d'avoir survécu, mais bien sûr, j'ai retrouvé mes parents et je suis là pour témoigner. Et là, j'ai eu un remords en me disant que moi, j'ai souhaité la mort à mon fils et que peut-être que lui, il a envie de vivre, s'il est encore vivant, et peut-être qu'il se bat pour continuer à vivre. Et donc, c'est pas pour ça que j'ai arrêté, non, c'est parce que c'était, comme je le dis là, c'était moi, j'ai toujours été révoltée. J'étais pas militante seulement pour les disparus quand j'étais en Algérie, j'étais aussi présidente de la section syndicale de Sonelgaz où je travaillais, le siège. C'était une grosse section, hein. Et je peux vous dire, je ne vais pas me vanter, j'étais jeune, mais j'ai fait trembler la sécurité militaire à l'époque parce que j'avais mobilisé beaucoup de monde. Même les communistes, ils avaient adhéré au FLN, alors que nous, on se battait contre le FLN. Mais je les ai convaincus qu'il fallait adhérer au FLN pour avoir une force. C'est l'union qui fait la force. Et à ce moment-là, on peut intégrer les réseaux du FLN et se battre à l'intérieur pour dégager ce FLN. Si c'est comme les gens qui disent qu'il n'y a pas de justice, on ignore la justice. Mais la justice, elle est là, elle existe. Les tribunaux sont là, les juges sont là. Si on dit rien, on les laisse faire. Et on n'aura jamais une justice indépendante. Je leur disais, c'est la même chose. Il faut, si on veut dégager la FLN, il faut se battre à l'intérieur, puisqu'on ne peut rien faire à l'extérieur. Tout était interdit. C'était le parti unique, la voix unique, la parole unique, tout est le syndicat unique. Moi, j'étais sous l'égide du FLN. Et je l'ai échappé parce que normalement, j'aurais pas pu avoir un poste à responsabilité
parce que je n'avais pas ma carte FLN. Et la loi à l'époque disait que, c'était l'article 120, disait que si on n'a pas sa carte de FLN, on ne peut pas avoir un poste à responsabilité. Mais moi j'ai été élue, donc ils ne pouvaient plus m'enlever cette élection, donc je leur ai échappé, mais sans le vouloir, hein, j'étais jeune, j'avais 26 ans. Et donc c'était mon premier combat. Mon deuxième combat, c'était pour faire venir mes enfants en France, puisqu'ils étaient restés en Algérie malgré moi. Moi, j'ai divorcé, et comme je suis née en France, une fois que j'ai divorcé, je suis revenue en France. Et mes enfants sont restés là-bas. Le père m'avait dit qu'il allait me faire l'autorisation, donc moi, j'y ai cru. Et une fois que je suis arrivée en France, que j'ai eu mes papiers, que j'ai trouvé du travail, j'ai pris un logement, un petit logement à l'époque, en 2 pièces. Et je suis retournée en Algérie pour chercher mes enfants, et il m'a dit non. Et ça a été un long combat pendant 10 ans. J'ai travaillé dur, jour et nuit. Je suis sortie d'un boulot, j'allais faire un autre boulot pour revenir en Algérie, payer les avocats et tout. Et puis plus tard, en 1993, et on a gagné le procès. Et malheureusement, le père a fait appel. Donc c'était en 93, je me suis dit, ça y est, mon fils aîné, il a 20 ans. Et il va avoir 20 ans, il avait 19 ans, donc il est majeur. Il est venu d'ailleurs, dès qu'il a eu la majorité, il a fait un passeport, il a eu son passeport et il a eu le visa. Il est venu me rejoindre. Et Amine, malheureusement, voilà. Et là, on a fait exactement 4 demandes de visa. La dernière réponse était en novembre 96. En janvier, Amine m'a appelé pour me souhaiter la bonne année. Et je lui ai expliqué que j'avais reçu cette réponse. Il me dit, là, c'est des affiches, c'est fini, ça y est, ne t'énerve pas. C'est pas écrit, donc c'était début janvier, à la nouvelle année, et puis 30 janvier, Amine n'est plus là. Amine a disparu. Ça faisait 2 jours qu'il avait disparu. On ne savait pas au début par qui, et puis après, je suis partie en Algérie avec mes frères, on a cherché, puis on a trouvé des traces. Comme quoi il était au commissariat de Badakri, il serait resté 1 mois au commissariat de Badakri. Après, le gars, il m'a dit, si tu as les épaules assez larges, pour faire sortir d'ici ton fils, parce que samedi prochain, ils vont venir le chercher et tu ne le retrouveras plus jamais. Et moi, je me suis dit, c'est pas possible que je ne retrouve pas mon fils. Et il avait raison. Il avait raison. Voilà. Je l'ai cherché partout. Je ne l'ai pas trouvé. Et même 26 ans plus tard, eh ben, ça reste comme si c'était le début, c'était le premier jour. Ça ne s'oublie pas. Personne n'oublie son fils. Merci. Bravo, Mala. Bon, courage. Donc la question des disparitions forcées qui a été pratiquée notamment pendant les années 90. Et merci Nassera de m'avoir instruite là-dessus. La disparition forcée est définie par les Nations Unies comme un crime continu. C'est-à-dire que tant que le corps de la personne, si on retrouve la personne, tant qu'on n'a pas retrouvé la personne, ou qu'on n'a pas de preuve matérielle de son existence physique ou de son décès, le crime est toujours... Voilà, le crime est continu. Donc, moi, cette appellation de décennie noire, la violence, les traumatismes dans les familles de disparus, est toujours là. Donc, c'est pour ça que... Parce que si on dit décennie noire, ça veut dire qu'il y a une parenthèse et qui s'est refermée. Alors que pour les familles de disparus, la parenthèse n'est pas refermée. Elle est toujours là, elle est toujours ouverte. Donc, ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est c'est aussi les violences de 2001 en Kabylie. Donc, on est dans la continuation des violences. Alors, il faut savoir que l'ONU reconnaît les disparitions forcées, les familles des disparus comme étant des victimes elles-mêmes. Et ce texte de loi a été voté à partir d'un cas algérien, d'un cas de disparition forcée, en l'occurrence, donc, Madame Gat Benaziza, que Nassera a cité. Donc c'est à partir du cas de Madame Gat Benaziza que la disparition, les familles des disparus sont elles-mêmes considérées comme étant des victimes. D'ailleurs, Nejma Benaziza est là, si elle veut venir voir maman. Mordia et bravo.
Merci, pourquoi? Parce que nous, les familles des disparus, nous nous sommes sentis longtemps, très longtemps, seuls. Seuls et abandonnés. Abandonnés par nos camarades de lutte, parce que pour beaucoup d'entre nous, comme le disait Nassera, on était militants. Militants ou pas militants, on est des Algériens. Des Algériennes et des Algériens qui s'attendaient de manière légitime à de la solidarité, à de la compréhension et à du soutien. Donc, on a vécu cette douleur, ce drame, dans un isolement, un silence et beaucoup, je dirais, d'incompréhension, d'agressivité, parce que à l'époque, et ça continue encore, la manipulation politique venant des autorités algériennes qui cherchaient absolument à faire de nous plutôt les coupables d'une violence envers peut-être limite je ne sais qui, eux, plutôt que les victimes de cet État autoritaire, ultra-autoritaire et de ces agents scélérats. Et rencontrer des camarades comme Ordia qui, des années après, où plus personne ne parle pratiquement, en dehors de ceux des victimes elles-mêmes et des réseaux de soutien du drame de la disparition forcée, rencontrer une camarade, une amie comme Ordia qui vient vers nous spontanément pour nous dire, mais parlez de votre cas, témoignez, continuez à témoigner. C'est pas fini et ça ne finira jamais tant qu'on ne vous aura pas rendu justice. C'est pour ça que je tenais à te dire merci. Merci. Et puis, bien sûr, je retourne vers toi. Quel courage et quelle dignité. Voilà. Même si je te connais depuis... C'est l'infatigable Nassera. Non. Dame de fer, la dame de fer. Il y a une citation, et pardon, Nedjma de te couper, il y a une citation de Sartre que j'aime beaucoup, et c'est... Donc Sartre dit, c'est pas ce qui est important, c'est pas ce qu'on a fait de toi, c'est ce que tu as fait de ce qu'on a fait de toi. Et ça, c'est ce que je trouve extraordinaire chez Nassera, chez Nedjma, c'est-à-dire, voilà, Nassera, son fils a disparu, ton fils a disparu, voilà, comme tu dis, hein, comme ce que tu fais avec Madame Bouchard, c'est-à-dire que la lutte continue. Et donc c'est ce qui le motive, et c'est ce que je trouve extraordinaire chez les personnes, c'est ce courage, d'où vous puisez ce courage pour aller de l'avant et donner un sens à votre vie. Et surtout, moi, Nassera, bon, ce que vous avez vu, c'est quand même 3h30 d'enregistrement, hein, et donc j'ai dû compresser, oui. Et donc, il y a beaucoup de choses que... Voilà. Mais sinon, à chaque fois que j'ai échangé avec Nassera me parlait de personnes, elle me donnait leur nom, elle se souvient de leur âge, quand elle se souvient dans quelles conditions elle a rencontré ces personnes, et comment... c'est pas des chiffres. C'est-à-dire que moi, ce que j'aime beaucoup chez toi, Nassera, c'est cette... tu ressens la douleur de l'autre et tu parles au nom de... pour ces personnes-là. Et c'est extraordinaire c'est-à-dire que tu es parti du cas de ton fils, mais tu es passé au-delà. Tu es passé au-delà et c'est ce qui fait ta force et j'ai envie de dire aussi, c'est ce qui fait ta crédibilité et c'est ce qui fait que les familles se sont tournées vers toi, elles te font confiance. Et c'est encore une fois Nassera qui m'a instruite là-dessus, c'est-à-dire il y a aussi la non-répétition. Alors il y a cette notion que tu m'as apprise qui est le crime continu, mais il y a aussi la non-répétition et Nassera, tu le dis très bien d'ailleurs là dans le documentaire, c'est-à-dire ce qui nous est arrivé à nous n'arrive pas aux autres, que ça n'arrive pas aux autres. Et si aujourd'hui il y a autant de détenus d'opinion en Algérie et qu'il n'y a quasiment plus de cas de disparition forcée, merci Nassera du Tour et merci le collectif des familles de disparus. C'est grâce à ton travail, c'est grâce à ton acharnement et à ton travail de tous les jours qu'on n'a plus de disparus en Algérie. On a eu très peur pour un certain nombre de militants. Ils ont disparu pendant une semaine, pendant 2 semaines. Il y en a même un qui a disparu pendant 1 mois et 3 semaines. Et ils ont fini par réapparaître. Mais si ce n'était pas ton travail et le travail que tu mènes depuis maintenant 25 ans, 26 ans,
on serait peut-être encore dans ce cas de disparu. Alors moi, pour avoir échangé avec beaucoup d'Algériens, c'est un phénomène qui est minoré. C'est Ali Yahya Abdelnour, un avocat des droits de l'homme, qui a commencé dans les années 40, lui parle de 20 000 disparus. L'État algérien a reconnu à peu près 8 000 cas. 8 000 cas, c'est-à-dire il a reconnu 8 000 cas comme étant des personnes qui ont disparu des faits des agents de l'État. Donc quand un État reconnaît autant, et je veux dire même un seul cas, même si c'était qu'un seul cas, non, en principe, il y a une enquête, il y a une enquête qui est menée, etc. Et là, l'Algérie, il y a ces cas qui ont été reconnus, et puis Bouteflika arrive derrière, il dit, quand une mère l'a interpellé, il y a une vidéo célèbre, quand une mère l'a interpellé, il dit, il fait le geste, ils ne sont pas dans ma poche. Ils ne sont pas dans ma poche. C'est-à-dire qu'on a ajouté à la violence, au traumatisme des familles, le mépris, le déni. Et ça, c'est l'institution qui parle. Ça, c'est le président. Alors, juste par rapport aux disparitions forcées, beaucoup de ce qui se passe en Algérie, c'est que Bouteflika, quand il est arrivé au pouvoir, et que, bon, il a prôné... En fait, il est arrivé à un moment où le terrorisme, où il n'y avait plus autant de terroristes, parce que, encore une fois, la population a pris ses distances par rapport aux islamistes qui ont pris les armes. Tous les islamistes n'ont pas pris les armes, mais par rapport à ceux qui ont pris les armes. Donc la population a pris ses distances. Et à partir de là, ils sont devenus très violents, et c'est à ce moment-là que les grands massacres... Il y a une lecture qui est tronquée dans la lecture des événements. On pense que quand ils ont fait les grands massacres, c'est à ce moment-là qu'ils étaient très forts. Mais en fait, non, c'est à ce moment-là qu'ils étaient très faibles. C'est pour se venger de la population. Qui ont-ils tué? Enfin, quelles sont les personnes qu'ils ont tuées? Ils n'ont tué que les pauvres qui étaient dans les petits couloirs. Voilà, ils ont tué ces pauvres-là. Ils sont pas partis, ils n'étaient pas dans, comment dire, comme au début, c'est-à-dire parmi la population, au centre d'Alger, etc. Ils n'avaient plus accès à ces lieux-là parce qu'ils étaient bien préservés. En revanche, ils s'attaquaient aux pauvres qui habitaient dans des lieux reculés, etc. Donc, mais le récit de Bouteflika, c'est j'arrive au pouvoir, moi c'est la réconciliation. La réconciliation, comme tu le disais très bien, c'est-à-dire maintenant on ne parle plus, personne ne dit ce qui s'est passé, on se réconcilie. Donc les islamistes, on leur pardonne, y compris ceux qui ont, surtout ceux qui ont du sang sur les mains. Donc donc ils sont revenus parmi la population et ils sont revenus, ils ont eu des aides matérielles, etc. Et c'est pas forcément ceux qui n'ont rien fait, parce que parmi eux, encore une fois, il y a peut-être des gens qui sont partis au maquis mais qui n'ont rien fait. Mais c'est vraiment des gens qui, pour le coup, avaient du sang sur les mains, etc. C'est ces gens-là qu'on a fait monter. C'est-à-dire que même parmi les islamistes, il y a eu une espèce de hiérarchie. Ceux qui avaient la cote, ceux qui étaient des super chefs, ceux-là, ils ont été bien traités, ils ont été rétribués d'ailleurs, et les autres, non. Donc les autres, il y en a jusqu'à présent, il y en a qui sont encore dans les prisons. Et ceux-là, voilà. Mais par rapport donc à Bouteflika, c'était on tourne la page. On tourne la page, on ne parle pas des disparus, on ne parle pas de... Et donc, et y compris les victimes de terrorisme, si jamais elles parlent, il a dit non seulement les disparus, on fait chipper, ils sont pas dans ils sont dans ma poche, mais c'est pas tout. Il nous a traité de pleureuses. Et on lui a fait honte dans le monde comme des pleureuses avec nos photos. C'est ce qu'il a dit publiquement à la salle Harsha la veille de la concorde civile, qui était une amnistie pour les islamistes, qu'on a remercié haut et fort.